Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, comme chaque mercredi, c'est Libreco. Ce soir encore, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Nous irons à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Mais d'abord, le sommaire de ce soir. Découverte d'un concept innovant et sécurisant pour les populations à travers l'entreprise Carib Securite, spécialisée dans la prévention des risques liés au séisme. Les personnes fragiles sont les premières victimes lors de catastrophes naturelles majeures. La cause, leur impossibilité de courir, se mettre à l'abri des dégâts. Carib Securite a développé un produit que l'on peut qualifier de concept unique pour protéger les personnes vulnérables. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! Carib Securite a longtemps travaillé sur l'abri lit et il est aujourd'hui presque finalisé. Dernière étape, le test d'écrasement qui sera réalisé courant septembre. Cette dernière étape va permettre à Emmanuel Marilus de prouver l'efficacité de son produit innovant et surtout de le commercialiser. Découverte et présentation avec Anaïg Le Garec et François Brigitte. L'information principale du jour, c'est le tremblement de terre qui a touché la zone Caraïbe et qui a été fortement ressenti chez nous. À situation exceptionnelle, réaction donc exceptionnelle. Le séisme de 2007 nous a tous laissé un souvenir traumatisant. D'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter, cette expérience a permis de constater que notre île n'était pas prête à subir ce type de catastrophe, et notamment à cause du bâti. Les Antilles, et plus particulièrement la Martinique et la Guadeloupe, sont les régions françaises les plus exposées aux risques sismiques. On en dénombre 57 pour le seul mois d'avril, dans une zone de 450 km autour de l'île. Autre ombre au tableau, les scientifiques prévoient un séisme majeur entre aujourd'hui et les 10 prochaines années. Une prévision cauchemardesque, mais si rien n'est fait, nous allons droit à la catastrophe. Emmanuel Marilus a longtemps réfléchi. Cet ancien entrepreneur du BTP très impliqué dans le tissu associatif martiniquais s'est penché sur la protection des personnes fragiles lors de catastrophes majeures. On a imaginé un meuble qui serait tout proche de la dalle et qu'il n'y ait pas de crash. Jamais avant, on a occupé cet espace entre nos meubles traditionnels et le plafond au-dessus de nos têtes. En récupérant l'esprit du lit à baldaquin, on en fait un meuble solide. Puis, nous avons réfléchi sur comment compléter cette démarche-là en allant proposer quelque chose qui pourrait servir dans un lieu de travail. Le meuble abri est prêt, certifié, mais que nous ne pouvons pas y aller tout seul. Ces meubles abris uniques ne sont pas réservés aux personnes fragiles, au contraire. En ce qui me concerne, en 2007, c'est vrai que j'ai eu un gros déclic, ça m'a secoué, parce que c'était particulier. D'une part, et puis Haïti, je crois, a enfoncé le clou. 2010, 300 000 morts, c'est comme s'il y avait les 3/4 de la population de l'île qui disparaissait. Et là, le déclic est encore plus fort. Et là, fondamentalement, je suis intéressé donc, par les produits non seulement pour les collaborateurs, donc sur les lieux de travail, puisque j'ai des entreprises, mais également à mon domicile pour la famille, quoi. Le séisme de 2007 a donc amené le gouvernement à créer le plan Séisme Antilles. Son rôle, mettre en sécurité le plus rapidement possible la population et éviter les effondrements d'immeubles. Cela passe par la réduction de la vulnérabilité du bâti et la reconstruction de bâtiments publics aux normes sismiques. Un séisme, ça arrive aussi la nuit et les gens sont chez eux. Donc, il est très important de conforter ce bâtiment. Simplement, là, il y a une difficulté, c'est qu'il y a des propriétaires privés. Et puis, donc, on cherche justement l'option qu'on recherche dans la phase 2 qu'on est en train de débuter du plan séisme, c'est de plus aider les particuliers, soit à conforter leur bâtiment, ou soit à construire parasismique. Il y a tout de même des dispositions fiscales qui sont assez peu connues, donc qu'on va remettre au goût du jour. Et puis la région donc, donne une aide sur le bâtiment nouveau, sur les nouvelles. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'action s'est peu concentrée sur les particuliers parce que justement, vous le savez comme moi, il y a beaucoup de constructions non légales, il n'y a pas beaucoup de permis de construire et sur le respect des normes. D'ailleurs, la DEAL va mettre en place un contrôle des constructions très bientôt, justement pour s'assurer qu'au moins les normes parasismiques sont respectées. L'idée d'être protégé dans son lit est une bonne idée.
Ceci étant, il faut comparer le coût de l'investissement pour un particulier, par exemple, au coût de la mise en conformité de sa chambre. Hein. Donc tout ça, il faut comparer les avantages. Donc sinon, bon, il faut que le produit rencontre son marché, hein, donc qu'il devienne, comme tout autre produit, compétitif, de qualité pour pouvoir être généralisé. Encore en phase de test, le lit abri a nécessité un apport de plus de 100 000 € et encore besoin de financement pour être perfectionné. C'est avec nos fonds propres que nous avons fait fabriquer les modèles à mettre en exposition. On a fait fabriquer un modèle pour le test d'écrasement. Donc il a fallu tout de suite payer 8 000 € pour ce modèle, pour la fabrication. Et très bientôt, il va falloir encore financer le test d'écrasement qui sera fait dans un laboratoire à Bordeaux. Donc il va falloir encore payer près de 20 000 €. Je souhaiterais quand même que les collectivités locales puissent participer puisque nous parlons de la sécurisation de la vie des personnes. Nos perspectives de développement, ce serait de créer une unité de production et de pouvoir exporter à l'extérieur. Voilà. Les pouvoirs publics se sont engagés depuis 2007 à construire selon les normes parasismiques, alors que 90% de l'habitat en Martinique est non conforme. Il est impossible de réhabiliter tout le bâti aujourd'hui. La solution tout droit sortie de l'imaginaire de M. Marilus pourrait alors être utilisée pour protéger les personnes exposées au risque. Un concept qui protège d'une part et qui serait créateur d'emplois. L'objectif, une production locale pour une distribution internationale. Et justement, pour en parler, il est avec nous, M. Emmanuel Marilus. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes donc le gérant de Caraïbes Security. J'ai d'abord envie de vous demander ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans une telle démarche il y a quelques années maintenant. Tout à fait. Il faut savoir que je suis avant tout président d'une association, chef d'entreprise en même temps. Et j'ai fait le lien entre un peu les deux. On va dire que ce qui m'a motivé, c'est une maison effondrée au Vauclin. Certaines personnes se rappellent sûrement de cette affaire, où on a retrouvé le personnage vivant dans les décombres. Simplement, il était dans un lit, vous savez, les lits anciens, avec les colonnes assez, en tout cas très haut. Ouais. Et ça m'a interpellé ce jour-là. Et au fil des ans, je pense que j'ai dû réfléchir inconsciemment sur comment faire. Et devant les consignes, on constate que on ne parle pas de la personne dépendante. J'avais pris un exemple, Feu Francisco, que tout le monde aimait, et je me disais comment il doit vivre tout cela quand, lors d'un tremblement de terre majeur, tout seul sur son lit, que ressent-il? Et c'est là que l'idée m'est venue, mais j'ai dit, mais tiens, à quoi sert un lit à baldaquin aujourd'hui? Ça sert à mettre des rideaux, bon, à se protéger des moustiques, c'est une bonne chose, sauf que le concept que je propose, c'est de prendre l'esprit du lit à baldaquin et d'en faire un meuble avec les études, les spécialistes qu'il faut pour les dessiner, les contrevêtements, l'étude de charge, en fait, tout ce que ça comporte pour avoir un meuble solide qui va nous bloquer la charge pour que rien ne tombe. Alors, comment ce projet innovant a-t-il été perçu par les autorités, par les particuliers? Nous avons eu la chance de rencontrer rapidement M. Gestel, Gilles Gestel, qui, au niveau de la Technopole, nous a permis de lancer le projet. Tout de même, ça périclitait. Bon, c'est quand même plus une invention qu'une innovation. Et cela faisait que, bon, ça tanguait un peu. Nous avons participé au concours des MAPIPI. Ça n'a pas été retenu. Et puis est arrivé le plan de relance, le plan de, comment dire, l'appel à projet du conseil régional, où j'avais eu l'occasion de discuter avec le président Letchimi, et il me demandait de participer à ce concours-là. Si le projet est retenu dans le cadre de cet appel à projet, je serai accompagné, ce qui a été fait. Et nous avons eu la chance de tomber sur deux entreprises qui nous ont vraiment aidés, Kérib et TJB. D'accord. Hein? Et ça nous a permis de vraiment recadrer le projet pour
pour le faire être avancer. là aujourd'hui. Voilà. Alors, quels sont les retours que vous avez des spécialistes, des acteurs spécialisés dans ce domaine? C'est vertigineux, on va dire. Simplement, la première personne à qui je pense, c'est M. Vernier. À l'époque, il était responsable du plan séisme Antilles. Et il me disait que, M. Marilus, ne vous prenez pas la tête trop. Vous allez pouvoir faire évoluer votre projet, mais vous avez là un projet qui est une réponse là où l'État n'a pas de réponse. Et dans la discussion, il me disait encore autre chose pour me motiver, on va dire, ou ne pas me laisser me décourager, on va dire, parce qu'on en est un peu à ce stade. Il me disait que vous avez un produit à résistance variable. Ça voulait dire que nous avons 80% des maisons qui sont à simplement faux plafond ou R+1, et qu'à partir de cela, nous n'avons pas une charge terrible, puisque le projet en lui-même, l'invention, c'est être proche de la charge, occuper le vide entre le meuble et le plafond. Alors, M. Marilus, avec ces fameux tests d'écrasement qui ont lieu bientôt dans un laboratoire au niveau national, est-ce qu'il faut considérer que votre projet va prendre une autre envergure? Il sera reconnu? Le projet est reconnu, je dirais, pourquoi? Parce que j'ai rendu public un peu sur Twitter et autres, sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de spécialistes, de gens qui y ont cru énormément. D'ici et d'ailleurs? Ici et d'ailleurs, surtout d'ailleurs, et qui m'ont encouragé en me disant « mais vous avez vraiment fait quelque chose ». J'y pensais un peu, mais voilà, vous avez trouvé une idée formidable qui n'existe pas ailleurs, d'ailleurs, parce que c'est facile de contrôler, de vérifier l'antériorité de mon dépôt de dessins et modèles à l'EMPI. Et je crois que le dernier coup de fil que nous avons reçu vient très important d'ailleurs, vient d'un sismologue de Strasbourg, qui me disait qu'il avait vu mon projet, qu'il avait parfaitement compris le principe dont je parlais, et que c'était une bombe en matière de développement économique, parce qu'il souhaite que je ne me suis pas arrêté collé avec le principe meuble haut. Alors, concrètement, pour que l'on comprenne, les tests d'écrasement dans ce fameux laboratoire vont mener à quoi? À une certification du projet? À une certification, c'est-à-dire déjà dire ça résiste à quoi? C'est surtout ce conseil que m'a donné M. Letchimi lors de notre dernier entretien. Ça résiste à quoi? Donc on a un test d'écrasement, tout de même qui est proche de la charge. Donc je ne vois pas trop comment on va nous faire ce test-là, mais enfin, je fais confiance aux spécialistes dans la mesure où il y a plusieurs modèles ou alors types de tests. C'est ça. Il y a des tests où, comme la table de mon ami Franck Hubert, et j'espère que les choses vont aussi se débloquer, où on lâche des poutres sur une table. Mais nous avons éliminé la distance. On a éliminé l'impact. Donc, l'invention réside en ça, c'est-à-dire nous sommes proches de la charge, on bloquerait tout ce qui pourrait avoir envie de tomber. C'est important parce que quand on regarde certains chiffres comme celui que nous découvrons à l'instant, 43% des logements sont construits à flanc ou en crête de morne et en pied de falaise. Et puis un deuxième chiffre aussi qui va sans doute vous faire réagir, M. Marilus, environ 70 zones d'habitat dits indignes, 20 000 logements construits illégalement, soit un facteur de risque pour 44 000 personnes. Ce n'est pas négligeable. Votre projet va dans le droit fil, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et il faut savoir que je suis un ancien entrepreneur en bâtiment. J'ai travaillé dans le bâtiment. Je sais que si on coffre une dalle, un immeuble, et puis on ne décoffre pas au milieu, cette partie coffrée ne va pas s'effondrer. Ceci étant, il y a un travail énorme à faire. Et je veux pour preuve l'entretien que j'ai eu avec le président de la région qui disait que ce projet-là rentrait dans le plan de confortement du bâti que la région est en train de mettre en place. Mais il n'y a pas que cela. Je suis allé en Haïti voir, parce que je suis curieux de nature, et j'ai aussi constaté que ma théorie tient debout. On a une photo qui montre la moitié du bâtiment totalement effondré et l'autre moitié qui est restée debout, simplement parce que étayé avec des meubles. Donc je crois que c'est quelque chose de vertigineux si nous trouvons les gens qui voudront financièrement prendre le relais
S'engager, en fait. Oui, s'engager, mais pratiquement prendre le relais parce que la dimension d'un tel projet mérite que nos acteurs financiers, ceux qui détiennent les capitaux, nos élus d'une manière générale, y compris le gouvernement, qu'on puisse comprendre qu'aujourd'hui, avec un tel projet, nous pouvons aller mais très très loin. Et je veux même parler de kit, abri, design, déco, parce que nous allons dans le luxe aussi. Dans les grands hôtels. C'est un appel unanime. C'est un appel unanime que vous lancez ce soir. Alors, avant de poursuivre, juste ce chiffre pour dire que 5 milliards d'euros sont mis en œuvre pour une mise en conformité des bâtis publics. Cette phase est prévue pour durer 25 à 30 ans. Il a consacré toute sa vie aux autres. Emmanuel Marilus pourrait prendre sa retraite tranquillement, mais le projet de Carib Security lui semble bien trop important. Ce produit, il y croit beaucoup, il y a consacré une partie de ses économies et surtout une bonne partie de son temps, un projet de toute une vie qu'il a porté aux côtés de sa famille. Regardez. Maître apprenti dans le secteur du bâtiment au début de sa carrière, Emmanuel Marilus a mené un parcours professionnel et personnel bien chargé. À la fois chef d'entreprise et président de l'association L'Arbre à Vie, il a su mêler ces deux activités pour monter une troisième entité familiale, Carib Security. On va additionner l'entrepreneur en bâtiment, le président de l'association de protection de l'environnement, et ça a donné cette volonté de trouver cette solution qui nous permet aujourd'hui d'aller sur ce terrain de protection de la vie. Des sources bouchées qui entraînent des glissements de terrain, une maison qui s'écroule, un vieux bonhomme retrouvé vivant, il était dans son lit, protégé par les dossiers du lit. Et ça a germé dans ma tête durant des années, sans le savoir d'ailleurs. Et puis un jour, après le tremblement de terre de 2007, l'idée est partie. Il fallait protéger le lit. C'est un projet extrêmement difficile. On n'a pas de modèle. On est allé beaucoup à tâtons. Aujourd'hui, porté par ce projet qui lui tient très à cœur, il a reçu un grand nombre de récompenses pour l'ensemble de son travail. Un jour, je suis appelé par Michel Cadot, le préfet, qui me dit « Bon, Président, vous avez reçu l'année dernière une proposition pour être nommé chevalier de la Légion d'honneur, que vous avez décliné, et j'aimerais être le parrain du plus désintéressé des Martiniquais. » Je suis confronté à ces chômeurs. Et ces jeunes-là continuent à me dire qu'ils veulent travailler. Ils veulent un job. On a fait travailler des gens qui sont vraiment des laissés pour compte à un moment donné, voire même ce qu'on appelle les délinquants. C'est ça qui me motive. Ce bâtisseur caribéen hyperactif a à son palmarès la création d'une multitude d'entreprises et d'associations dans des secteurs très variés. Un signe qui ne trompe pas, Emmanuel Marilus souhaite laisser une empreinte de son passage, mais aussi et surtout transmettre ses connaissances et expériences à la jeunesse martiniquaise. Alors, M. Marilus, on a bien compris la motivation qui vous anime, la détermination, mais est-ce qu'on peut imaginer une exportation de votre projet ? C'est un projet exportable, parce que nous avons rencontré rapidement des médias sur le plan national qui voulaient, avec d'autres gens avec qui nous sommes en contact, produire ailleurs. Produire pour l'exportation, mais produire pour tous les pays qui sont concernés par le tremblement de terre. En tout cas, sur le plan européen, il n'y a aucun souci, puisque dans la mesure où nous avons signé cette convention de partenariat avec le Conseil régional de l'ECAD du PO-FEDER, c'est la région, c'est l'État et en même temps, c'est l'Europe. Donc c'est un produit qui est exportable. Et c'est pourquoi je veux bien faire comprendre que nous ne pouvons peut-être faire que de l'assemblage ici, en Guadeloupe et puis à tout plein d'endroits, mais c'est un produit qui mérite d'être fabriqué industriellement. Alors, on a compris tous ces atouts. Est-ce qu'il a des inconvénients? Est-ce qu'il présente des inconvénients, ce produit? L'inconvénient, c'est de faire passer le message que nous, je parle souvent du nous, que nous sommes capables de faire des choses, mais que c'est très difficile de nous faire entendre. Ou alors, quand on parle, on vous écoute et on n'entend pas. C'est terrifiant. Et je lance cet appel. J'ai eu quelques personnes qui m'ont entendu, je les remercie. C'est un projet qui pourrait être quelque chose de formidable
pour la Martinique, mais aussi pour la France, sur le plan national, parce que mon vœu, le but final, c'est de dire qu'une loi existe et qu'on puisse mettre en place des espaces sécurisés partout où on reçoit du public. Il faut imaginer la frayeur des gens. Je parle du musée de Césaire, par exemple, où on reçoit beaucoup de gens, là, des touristes, des scolaires. La terre tremble entre 7 et 9, personne ne sort au-delà. Il faut que nous arrivions, et je fais confiance aux hommes politiques, tous autant qu'ils sont, pour pouvoir défendre ce projet, parce que la Martinique, la Guadeloupe, nous sommes en zone rouge, nous attendons un fameux Big Bang. Espérons que ça n'arrivera pas demain, mais enfin, il faut qu'on se prépare. Ce n'est pas dire on nous point d'ouvert avant la tête tremblée. Il faut faire des choses, il faut aller dans le concret. Et je crois que j'apporte, avant de vouloir partir, quelque chose aux enfants de chez nous. En clair, il faut agir. Voici avec nous, Monsieur Marilis. On vous retrouve tout à l'heure. En attendant, c'est l'heure de notre donnée économique. Comme chaque mercredi, voici le chiffre de la semaine dans Libreco. 2140, c'est le nombre de personnes travaillant dans le secteur culturel en 2010 en Martinique. En y ajoutant les emplois indirects, ce sont 3170 emplois qui relèvent de ce secteur. Un tiers de ces emplois concernent les arts visuels. Le secteur audiovisuel et multimédia concentre 15% des emplois culturels en Martinique, contre 12% en France métropolitaine. Ces emplois se concentrent autour de 1600 établissements, dont 870 sont des établissements culturels. Classée 4e nationale en termes de densité d'offres culturelles, la Martinique possède 4 établissements culturels pour 1000 habitants. L'Île-de-France, elle est classée première avec 7,3 établissements, la Guadeloupe seconde avec 4,6 établissements et la région PACA est-elle classée 3e avec 4,4 établissements culturels pour 1000 habitants. Tout à fait autre chose maintenant, un porteur de projet, un concept innovant. Tous les mercredis, Libreco vous présente son bon plan. Ce soir, Vanessa Abidos nous emmène à la découverte du domaine d'Émeraude au Morne Rouge. Tu connais Zeb Maltête? Non, tu connais pas? Eh ben, tu sais, quand on était jeune, eh ben, on prenait une feuille et puis on mettait dans le livre, puis on écrivait le nom de garçon qu'on aurait aimé avoir, qu'on aurait aimé connaître, et ça faisait des racines. On était un petit peu bête parce que ça fait toujours des racines. Donc voilà. Ça veut dire que ça veut dire que prometteur, en fait, prometteur, voilà, que celui qu'on avait écrit le nom, ben, peut-être qu'on allait sortir avec lui, mais enfin, c'était la jeunesse. Dans le temps, on se soignait énormément avec les plantes médicinales et aujourd'hui, on perd de cette culture. Comme on dit souvent en créole, il y aura tiré boyau pour mettre paille. Et là, aujourd'hui, l'heure est arrivée, l'urgence, peut-être le miracle aussi est arrivé pour qu'on puisse de nouveau posséder ce que nous avons. Et nous ne pouvons posséder ce que nous avons si on met devant le public, on leur explique, ça servait à ça, traditionnellement utilisé pour telle chose, et après chaque personne va faire son bonhomme de chemin. Et on va retrouver une pratique ancestrale qui n'était pas si mauvaise que ça. Ça c'est la verveine blanc. Tu sais, la verveine violet, verveine blanc, verveine rose. Et c'est avec la verveine blanche que l'on fait, les infusions. Et puis on prenait les racines auparavant, lorsqu'on avait besoin de nous donner des purges avant la rentrée. C'était des racines. En effet laxatif. Racines de... Non, c'était... Oui, les purges c'était laxatif, mais les racines c'était pour nettoyer avant, pour purifier un petit peu l'intérieur. Marie-Jeanne aime les plantes médicinales et c'est donc naturellement qu'elle transmet son savoir à son neveu Axel, dont la curiosité s'accroît au fil de la visite. Nous sommes au domaine d'Émeraude. Depuis les années 70, ce site avait déjà été destiné à l'éducation à l'environnement. Par sa richesse, d'emblée, les hommes ont déjà décidé. Donc en 70, on avait eu la Maison de la Nature, la Maison de la Botanique, la Maison de la Nature martiniquaise. Et en 2011, naît le domaine d'Émeraude. Ce joyau de la nature, projet phare du parc naturel régional de la Martinique, se niche dans un écrin de verdure sur la route de la Trace entre les Pitons du Carbet et la montagne Pelée. Un lieu qui invite à découvrir de façon ludique la faune et la flore qui peuplent notre belle île. On va protéger ce qu'on connaît. Donc si on ne connaît pas, on ne pourra pas protéger. Donc l'objectif c'est d'amener assez d'informations et d'intéresser de plus en plus la population et aussi les touristes à ce que nous sommes dans notre histoire, dans notre environnement. Espace d'interprétation et d'exploration de la nature, le domaine d'Émeraude met chaque visiteur dans une posture de chercheur avec plusieurs outils à sa disposition. Un pavillon d'exploration avec des expositions interactives, un parc botanique,
Des parcours balisés avec près de 4 km de sentiers pour des marches de 15, 30 ou 60 minutes au cœur de la forêt tropicale. Ici, point de théorie soporifique sur l'environnement. Dynamique ou contemplative, la visite se veut vivante et participative, car la population est invitée à être elle aussi un élément créateur du lieu. La population aussi peut apporter des renseignements supplémentaires à l'équipe qui travaille ici. La population aussi peut apporter des objets complémentaires. Et nous ouvrons avec des artistes, avec des professionnels, la possibilité de venir faire des expositions dans des cadres qui sont bien définis. Le domaine d'Emeraude est aussi un lieu d'expérimentation. Il s'agit notamment de contribuer à la relance de la filière de production d'anthurium. Il y a une autre manière de faire de l'anthurium, parce que bon, l'anthurium a connu de graves problèmes en Martinique. On était quand même un des pays gros producteurs d'anthurium, mais vers l'exportation. Et aujourd'hui, bon, les producteurs nous disent « nous voulons recommencer », mais ils sont un peu frileux. Donc le parc naturel régional, bien entendu, c'est donner les moyens d'expérimenter l'anthurium. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans d'expérimentation, nous avons déjà des retours très satisfaisants. Et nous continuons aussi à expérimenter d'autres choses, des choses anodines, comme la framboise pays, mais là, on pourra développer ultérieurement. On a la tête pleine, j'ai pu découvrir beaucoup aujourd'hui. Et voilà, quand on a un peu la soif de connaissances, ben on va dire rassasié un peu. Je me sens bien, un lieu vraiment agréable. Où ça dégage vraiment, on se sent en paix, je sais pas, on a l'impression de vivre, de bien vivre, d'être bien. C'est un site, lorsqu'on y vient, on y ressort rajeuni ou grandi déjà dans la zen attitude. Lorsqu'on travaille, on regarde souvent l'heure pour regarder à quelle heure il faut partir. Moi, ce sont mes collègues qui me mettent dehors. Vous voyez, c'est parce qu'ici on est bien, on est en pleine nature, on est en énergie en permanence. C'est de la zen attitude. Et quand je dis que c'est de la zen attitude, ce n'est pas un mensonge. C'est une réalité totale et ici, on est cool. Aventure, partage et évasion au cœur du territoire, le domaine d'Emeraude est bien ce joyau qui brille du millefeu, comme une invitation à comprendre les richesses de l'exceptionnelle biodiversité de notre île, afin de contempler sa beauté, pour qui sait la regarder. Et vous avez reconnu évidemment la voix de Ronan Bonnec pour ce bon plan. On arrive à la conclusion avec M. Marilus qui est invité d'ailleurs au mois de septembre du concours des talents à Bercy, à Paris. Vos projets, vos perspectives de développement pour tout ce que vous avez déjà entrepris. Je sais que vous n'avez pas fini, le combat est long. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le combat est long, ce qu'on peut nous souhaiter en tout cas, parce qu'il y a aussi Madame avec ses nuits d'insomnie dans cette affaire. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de trouver des investisseurs, des gens intéressés par un tel projet, qui nous feront des propositions, pourquoi pas. On peut distribuer, mais il faut une production, disons, industrielle, et nous devons pouvoir... Donc aujourd'hui, vous avez besoin de force, de moyens pour avancer. D'autres moyens pour avancer. D'accord. Pour poursuivre. Ben, en tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Bon courage, en tout cas, et bravo pour cette initiative, cette implication, cette motivation, cette détermination donc, depuis des années au service, finalement, de la population, M. Emmanuel Marilus. Merci beaucoup. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Mardi 23 septembre, à la demande du maire du Gros Morne, une délégation de chefs d'entreprise adhérents de l'association partira en bus pour une matinée découverte des potentialités du territoire. Jeudi 25 septembre, Contact Entreprise organise un déjeuner-débat avec le professeur Louis GL. Et puis ce même jour à 18h, Contact Entreprise et son partenaire Infodome organisent un apéro Contact. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne sur ATV. Très bonne soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.